Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette conférence en ligne, La contrainte terreau fertile de l'innovation. Euh, Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos intervenants, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Julie Sterwen, un cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation. Et nous accompagnons les organisations publiques et privées à faire face aux transitions actuelles et à anticiper les transitions à venir. Et pour ce faire, notre groupe a adopté une approche en trois axes: business, people et environnement, qu'on soutient grâce au digital et à l'agilité qu'on peut avoir grâce à une vingtaine d'expertises qu'on mobilise pour ces transformations durables. Et si parmi vous, il y en a qui aiment bien les chiffres, nous sommes 650 collaborateurs aujourd'hui, 110 millions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée et plus de 1500 clients, tous secteurs confondus. Mais Julie Stawen, c'est aussi et surtout une entreprise à mission qui incarne le Consulting for Good, qui est un peu notre slogan et notre cap. Et en fait, on se fixe au quotidien comme objectif permanent de générer un impact positif et durable, d'où, entre autres, l'organisation de la semaine de la transformation. Depuis 2021, d'ailleurs, hein, quatrième année, comme Marc le rappelait en introduction, et qui vise à faire découvrir au plus grand nombre différentes facettes de la transformation. Et donc, dans ce cadre-là, nous rassemblons lors de tables rondes virtuelles et des rencontres en présentiel. Donc, cette année, on a 9 tables rondes digitales et 3 événements physiques. Des clients, des consultants, afin de partager expertise et aussi expériences concrètes. Et pour servir le thème de cette année, le passage à l'action. Parce qu'en fait, les entreprises, on le ressent au quotidien, doivent composer avec un environnement qui est de plus en plus marqué par la complexité, l'incertitude et les multiples transitions environnementales, économiques, sociales, technologiques qu'on subit tout au quotidien sur toute notre chaîne de valeur. Peut-être juste avant de démarrer, un rappel sur, sur les informations pratiques, parce que je vois un peu les gens arriver au fil de l'eau. Les micros et les caméras sont coupés par défaut. Donc si jamais vous n'entendez pas, vous pouvez vous signaler dans l'onglet Q&R ou Q&A qui est en haut à gauche de l'écran Teams. Et pour poser les questions, c'est au même endroit. Et nous essaierons de prendre quelques questions à la fin de l'échange, justement pour rebondir aussi avec nos interlocuteurs. Et justement, je parle d'échange et de rebond avec nos interlocuteurs. J'ai la chance aujourd'hui d'animer ce webinaire sur la contrainte terreau fertile de l'innovation. Parce que finalement, dans ce contexte de transition, l'innovation ne peut plus se penser uniquement en termes de compétitivité ou de différenciation. Ça devient vraiment un levier de transformation systémique qui permet de créer de la valeur utile et mesurable et qui va combiner finalement au quotidien progrès social, impact environnemental et performance économique. Et donc, dans ce climat de grande mutation, de tension, d'incertitude, finalement, on a un peu un triptyque de contraintes. Et il est légitime, du coup, de nous interroger sur le rôle de ces contraintes au service de l'innovation. Et du coup, est-ce que ça en fait un terreau fertile? Et pour nous éclairer, deux temps forts. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Nous construisons actuellement un livre blanc dont les 3 premiers épisodes ont été récemment publiés pour collecter justement des clés de lecture en allant à la rencontre de celles et ceux qui pilotent concrètement l'innovation dans les organisations et comprendre comment ils passent et elles passent à l'action. Et donc l'idée, c'est que chaque épisode apporte finalement un point de vue singulier et des bonnes pratiques pour se mettre en marche. L'idée, c'est de publier toutes les 2 semaines, d'en faire une synthèse pour début 2026 et ainsi se donner des points d'ancrage et des pistes d'action concrètes. Et puis aujourd'hui, nous avons surtout la chance de recevoir 3 profils qui œuvrent et font émerger des solutions au quotidien, parfois dans l'ombre, pour apporter justement un regard croisé sur cette problématique-là. Et en introduction, je présentais Julie Sterwen et notre organisation novatrice et nos trois axes, nos 3 piliers. Donc, c'est tout naturellement que nous avons mobilisé Marc Sabatier, notre fondateur et CEO. Merci Marc. Nous avons également mobilisé Samira Bouani. Bonjour Samira et merci. Bonjour. Vous avez plus de 20 ans d'expérience au cœur des problématiques entre relations clients, marketing digital et data IA, et surtout la combinatoire de ces différents volets. Vous avez été directrice relations clients Europe de Geopost, un leader européen dans le secteur du transport de colis, avant de créer le Data Office du groupe, et on y reviendra en termes justement
de structure et vous êtes actuellement en charge du marketing, de l'innovation et du business développement au sein du groupe. Et on va très vite le ressentir, en tout cas moi je l'ai ressenti quand on a préparé ce webinaire, mais votre prisme, bah, c'est justement de faire le lien entre innovation, l'offre, l'orientation client et le business, et à chaque fois en cherchant à combiner les talents individuels, l'intelligence collective, et comment est-ce que tout ça vient finalement amplifier l'impact organisationnel au service de l'innovation. Puis nous avons enfin Jérôme Fournier, merci beaucoup également de votre présence et bienvenue. Merci. Euh, Bonjour Chloé, bonjour à tous. Vous êtes ingénieur chimiste de formation et vous évoluez depuis plus de 20 ans à l'intersection de l'innovation, de la R&D et de la transformation industrielle. Vous avez d'abord rejoint Alcatel Câble au sein de la division métallurgie, puis Nexans pour diriger la R&D avant de rejoindre le groupe Michelin. Vous avez occupé différentes fonctions et notamment directeur R&D au sein d'unités appelées unités d'accélération. Je partage volontairement ces quelques mots-clés liés à l'organisation parce que finalement, on va vite le voir. Cela fait partie de l'innovation sous contrainte de bien se structurer. Aujourd'hui, vice-président innovation du groupe, vous êtes responsable de l'innovation, de la R&D, des partenariats d'innovation et des startups internes. Et on comprend rapidement, en tout cas, j'ai rapidement compris que vous impulsez une dynamique d'innovation ouverte, exigeante et structurée, fondée du coup sur l'expérimentation et l'ancrage terrain. Alors avec vous trois autour de la table, bien, je propose qu'on évoque ensemble les différents types de contraintes, le rapport au temps et la vitesse d'exécution, l'importance du leadership et la gestion de la vélocité des nouvelles technologies. Et du coup, Samira, Jérôme, pour entrer dans le vif du sujet, on parle de 400 ans d'existence pour le groupe La Poste, de 150 pour le groupe Nexans. Et si je synthétise ou si je fais très simple, cela veut dire que nous avons en face de nous deux groupes qui ont survécu à des guerres, des révolutions techniques, technologiques. Et finalement, la première question que ça m'amène, c'est qu'est-ce que signifie, ou en tout cas que représente pour vous cette résilience d'un point de vue innovation? Samira peut-être? Bah oui, je suis la plus ancienne, alors je vais commencer. Bah oui, effectivement, je pense que c'était super d'avoir la possibilité de présenter le groupe La Poste parce que effectivement, l'histoire de La Poste, elle illustre complètement notre capacité à se réinvestir sous la contrainte, hein. Tu en parlais, qu'elle soit réglementaire, économique, sociale, géopolitique. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas 400 ans quand on n'est pas sans cesse en train de se renouveler et d'aller sur des territoires qui sont pas les nôtres. Alors, comme on est début du webinaire, on va voyager un petit peu et hop, on part en arrière, 400 ans en arrière. Et la Poste, en fait, ça a commencé comme ça, hein. C'était vraiment, on avait un royaume en France qui était hyper vaste, complètement éclaté. Et donc, la Poste s'est dit, bah, tiens, je vais faire de cette contrainte une opportunité, je vais créer les relais de poste. Donc, à l'époque, on était à cheval. Et 400 ans plus tard, en fait, si on reprend l'histoire de la Poste, ce n'est que ça, en fait. C'est prendre la contrainte, prendre les révolutions, qu'elles soient économiques, sociales, et se dire comment je vais surfer dessus pour innover. Donc voilà comment on illustre avec l'histoire de la Poste, puisque bah, aujourd'hui, on est face à une baisse massive du courrier. Donc bah, on a investi le territoire du colis, on a investi les services numériques, on fait l'identité numérique, on a constaté effectivement le vieillissement de la population et on s'est dit bah, on va en faire une opportunité. Aujourd'hui, on fait du portage de repas. Donc voilà, en fait, la Poste, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a eu une contrainte, à chaque fois qu'il y a eu une difficulté qui est venue percuter notre modèle et notre proposition, on en a fait un levier et c'est ainsi que bah, moi j'aime bien dire, hein, passons vraiment des relais de poste à d'autres chevals. On est aujourd'hui un des leaders du numérique et on a fait Pronote, le code de la route, le renseignement, on est leader sur la data. Donc sur des territoires où on ne nous attendait pas et donc on a véritablement surfé sur ces contraintes pour aller explorer des territoires et c'est ce qui fait qu'on est encore là en fait. Si on est encore là 400 ans plus tard, c'est bien parce on a vraiment exploité la contrainte bah, comme un levier pour aller se renouveler. Et Jérôme, alors peut-être moins l'image de surf, mais l'image peut-être un peu plus industrielle en termes de résilience. Ouais, Nexans, c'est un peu moins même beaucoup moins d'antériorité que la Poste, mais c'est quand même 150 ans. En fait, Quand même, le groupe est né avec l'histoire de l'électrification, donc à la fin du 19e. Et donc, le groupe est né d'abord d'un besoin, c'est-à-dire qu'on avait besoin de câbles pour alimenter de l'électricité enfin, sur quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres pour électrifier les villes. Et puis très rapidement, donc l'origine du groupe Nexans, c'est le premier inventeur du brevet, Berthoud Borel, un Suisse, qui a inventé une isolation à base de plomb et puis qui a construit des usines dans différents endroits en Suisse et en France pour développer
son innovation pour le bien de tous. Mais rapidement, le besoin est devenu une contrainte, c'est-à-dire qu'il y avait la contrainte de la distance. Quand le câble était trop long, on perdait toute l'électricité, donc il fallait trouver une façon de transmettre de l'électricité sans perte. Ça a été un des grands combats entre le DC et le AC, entre Tesla et Edison. Puis assez rapidement, on a eu aussi des contraintes réglementaires, parce que c'est devenu très très standard, très standardisé. Aujourd'hui, c'est le cas, hein, on est dans un domaine très standardisé. Le groupe a suivi les grandes vagues de l'électrification. D'abord l'électrification des villes, puis ensuite l'arrivée de l'électronique et de l'électroménager dans les maisons, puis l'électrification de puissance dans l'industrie. Après la Deuxième Guerre, c'était la troisième vague d'électrification avec la modernisation des réseaux. Donc beaucoup de télécoms, une liaison entre les télécoms et puis l'électricité. À la fois un jeu de contraintes techniques et de contraintes économiques, parce que c'est un marché qui n'était pas du tout consolidé. Et puis là, on rentre dans la dernière vague d'électrification, en tout cas la dernière que l'on connaît, avec beaucoup de contraintes environnementales. On a une contrainte de rénovation du réseau électrique qui est très vieux, 40 ou 50 ans, et puis de nombreuses contraintes environnementales sur le fait de diminuer les pertes, de diminuer l'impact carbone, et puis d'avoir un accès raisonné à la ressource. Et les principales ressources du câble sont le cuivre et l'aluminium, dont on sait que si elles ne sont pas complètement limitées, en tout cas, elles sont précieuses. Donc, on pourra revenir dessus, mais l'ensemble de l'histoire du groupe, ça a été de comprendre, d'affronter et de répondre à l'ensemble de ces contraintes. Et justement, on y revient juste après. Mais j'étais curieuse, Marc, d'avoir un peu toi justement ton ressenti sur un peu ce qu'on vient de dire et le panorama d'évolution qu'on vient de dresser. Bon, alors, nous, on n'a que 10 ans sous cette forme, donc je ne vais pas me lancer une compétition sur l'âge. Mais non, mais plus sérieusement, en rebond à ça, ce que je peux dire, bah, c'est déjà en t'écoutant, Jérôme, ce que tu décris illustre plutôt très bien ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients industriels. Pas qu'en ce moment d'ailleurs, hein. C'est cette tension un peu classique dans l'industrie, donc entre le temps long, hein, celui des investissements lourds, celui de la R&D, de la sécurité, etc., et puis le temps court, à savoir l'attente du marché, la pression concurrentielle, hein. On voit bien que l'innovation, c'est un exercice d'équilibriste entre ces deux rythmes, je suis sûr qu'on reviendra sur le sujet. Et puis pour revenir sur le témoignage de Samira, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur l'idée que l'innovation, c'est jamais un modèle qu'on plaque de l'extérieur. Elle se nourrit toujours de l'ADN de l'entreprise, de son histoire, de ses métiers, de sa culture, son rapport au risque. Chez Nexans, elle s'inscrit dans la continuité industrielle et technologique. À la Poste, elle est intimement liée à la transformation des usages, à la relation client, à la particularité aussi du modèle de proximité, hein, Samira. Et c'est cette singularité, hein, qui rend l'innovation à la fois parfois difficile à piloter et en général impossible à copier, parce qu'elle dépend tellement de l'endroit où on est, de l'histoire qu'on a connue. Et justement, on parle à la fois la contrainte, grande mutation et puis singularité. Jérôme, peut-être la première question pour vous, justement, et Samira, je vous laisserai rebondir. Mais justement, dans ce contexte, finalement, comment faire évoluer l'innovation sans la dénaturer et quels critères ou quels principes directeurs vous appliquez un peu au quotidien? Bah, si on revient à mon introduction, en fait, il y a les contraintes qu'on subit ou qu'on vit ou qu'on voit arriver, puis il y a les contraintes qu'on s'impose. Et celles que j'ai données, qui étaient des contraintes techniques, il y a un verrou technique, hein. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein. Quand on fait une connexion entre deux continents, on est à 525 000 volts et on aimerait bien pouvoir passer encore plus d'électrons. Ce sont des autoroutes d'électrons, on l'échange entre la Norvège, la France, l'Irlande, l'Allemagne, et ça participe de la qualité de vie, parce que de la fluidité du monde. Sauf qu'il y a un principe physique qui fait que si on augmente un peu trop la tension, ça passe dans l'isolant et c'est ce qu'on appelle un claquage. Donc ça, il y a des contraintes qu'on bouge d'année en année, mais qui sont difficiles. Il y a des contraintes réglementaires. Mais pour répondre à votre question, Chloé, c'est les contraintes qu'on s'impose, c'est de se dire, bah, allons voir les usages. Qu'est-ce qui est les pain points de nos clients? Quels sont d'abord les grains de sable? Et normalement, on doit pouvoir les balayer, mais souvent, ils ne sont pas un seul, mais il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il ne faut les pas prendre de façon systémique. Ou quelles sont vraiment les choses
qui sont vraiment difficiles dans la totalité de notre écosystème. Et puisque ce sont eux qui achètent nos produits, là, on s'impose de répondre à la contrainte de un cadre ne s'installe pas facilement. Eh ben, très bien. Est-ce qu'on peut innover sans changer la norme réglementaire du produit? Eh bien oui, on peut. On peut inventer des dérouleurs, on peut innover à une adjacence du produit qui est normé pour faciliter la vie de notre client. Alors ça va de la construction d'un bateau de 250 millions de dollars pour déposer des câbles dans les océans jusqu'à 3000 mètres à la gamme qu'on a lancée qui s'appelle MobiWay qui fait gagner 1 heure par journée à l'électricien. Et alors justement, ce prisme usage, Samira, c'est aussi quelque chose qui est votre driver au quotidien et notamment sur ce triptyque innovation, marketing et empreinte business. Et là, du coup, comment vous assurez ce lien au quotidien? Ouais, en fait, nous, on a une obsession, et je vais rebondir encore sur le fait qu'on est 400 ans. En fait, innover, c'est bien, mais tenir dans le temps et être pérenne, c'est mieux. Donc, on a vraiment une obsession, c'est vraiment être focalisé sur les usages et la valeur. Mais avant d'en parler, moi, je voulais quand même préciser que ce qui était hyper important, c'est aussi d'aimer la contrainte, en fait. Il faut à la fois surfer sur la contrainte, mais pour tenir dans le temps et se développer, il faut aussi aimer le changement et aimer ce côté contrainte. Et en même temps, il faut conserver impérativement certains éléments. Donc, moi, j'aime bien parler de notre recette un peu magique euh, pour, euh, pour innover sous la contrainte et réussir en pérennisant nos positions, puisque c'est ça qui est important, c'est pérenniser et être légitime. Je pense que le premier des sujets, c'est pas transiger sur ses valeurs. T'en parlais, Marc, tout à l'heure, mais l'ADN, la culture, c'est hyper important. Et quand on innove, il faut pas le perdre. Ça, c'est vraiment le non négociable. On ne transige pas sur ça, pardon, parce que c'est ça qui va nous rendre authentiques et c'est ça qui va nous rendre légitimes sur des territoires qui sont pas les nôtres auprès de notre grand public. Et je pense que c'est hyper important. Je cite le groupe La Poste, mais il y en a plein d'exemples comme ça. Quand nous, on se positionne sur du numérique, quand on se positionne pour faire passer des bilans énergétiques, il faut qu'on soit légitime et c'est en restant proche de nos valeurs et en nous appuyant sur nos actifs que finalement, en innovant, en allant vraiment on se réinvente finalement sur des territoires qui ne sont pas les nôtres, on est quand même légitime, authentique et on garde des positions en fait dans le temps. Et c'est ça qui est important. Et évidemment, Chloé, tu le disais, la partie business, être hyper proche du marché, des enjeux de nos clients, c'est hyper important. Donc c'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais du triptyque de contraintes, je crois, Chloé, en introduction. Je vais rebondir et je vais parler du triptyque en termes de compétences, en termes de profil qui fonctionne très souvent, pas toujours, mais qui fonctionne bien, c'est vraiment avoir à la fois le métier, le marketing, le commerce, la direction de l'innovation et la DSI. Et en fait, avec ce triptyque qui fonctionne bien, on se nourrit véritablement des signaux, des besoins clients, des insights marketing du marché. Et je pense que on l'a pas encore beaucoup dit, mais innover sous la contrainte, c'est aussi innover sous la contrainte financière, hein, sur la contrainte budgétaire, sur la contrainte de temps. Et on sait bien qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus challengées sur leur budget d'investissement, sur leur capacité de se développer, puisque le cash est de plus en plus regardé depuis 3 à 5 ans et ça va malheureusement pour nous faire que s'accentue. Donc il faut vivre avec cette contrainte. Comment on le fait? On le fait en étant hyper orienté client. Donc, moi, je sais que constamment, je recherche la valeur. Est-ce que c'est générateur de business et de valeur pour nous aujourd'hui et demain? Et donc, être au plus près des équipes commerciales, marketing, ça permet aussi de faire face à cette contrainte budgétaire et cette contrainte de temps. Donc, bon, j'aurai l'occasion, je pense, de l'illustrer avec peut-être des projets plus concrets. Mais oui, je voulais vraiment rappeler que être au plus près du business, hein, c'est ce qui nous garantit aussi une innovation contrainte, mais qui nous fasse durer dans le temps. Parce que avoir une position innovée, c'est bien. Être encore là demain, c'est mieux. Et Marc, c'est un peu enfin, c'est clairement le parti pris aussi que nous, on tient à nos propres clients, justement. Oui, exactement. Je vais y revenir là-dessus. C'est évident que je pense que c'est le premier critère enfin, de toute réflexion sur l'innovation. Peut-être déjà dans un contexte là, de grande mutation, de tension, d'incertitude, c'est ça qu'on connaît aujourd'hui, on va pas se mentir, le risque, là, pour revenir à ta question, chapeau, je vais malheureusement dire la tendance même plus que le risque, parfois c'est de dénaturer l'innovation en la transformant en gadget ou en simple communication, histoire de dire qu'on en fait, mais sans y mettre ni les moyens ni l'énergie hein, pour occuper le terrain, en quelque sorte.
Donc, on peut voir malheureusement ce genre de choses en ce moment, on va pas se mentir. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu le rappelais, hein, qu'on a voulu faire ce livre blanc maintenant, hein, pour redonner la parole aux responsables de l'innovation dans les entreprises ou de groupes, hein, pour qui l'innovation, la vraie, elle est centrale dans leur développement, elle est incontournable, quelle que soit l'époque et la conjoncture, et c'est toujours vrai maintenant. Voilà, pour qu'ils ils partagent leur vision, leur point de vue. C'est important de faire ça aujourd'hui, justement. Et pour revenir à ta question, pour moi, il y a quelques critères essentiels à garder en tête. Je vais en trouver trois, parce qu'il faut bien qu'il y en ait trois. Le premier, je vais le piquer à Samira. Évidemment, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le centrage client, c'est la priorité. L'innovation, elle a de valeur que si elle répond à un besoin réel du client, si elle vient résoudre un de ses problèmes, ou bien un problème d'un segment de marché nouveau qu'on veut adresser, hein, ce qui correspond à un client aussi. Donc ça passe systématiquement par une vision large de l'écosystème, ça passe par la co-construction avec les utilisateurs ou les clients finaux. C'est incontournable. Et pour faire chez JS énormément de projets d'innovation, de structuration de l'innovation, d'acculturation à l'innovation, chez nos clients privés, publics, grands, petits, c'est invariant. Si on devait garder une chose, ce serait ça. Voilà. Sinon, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, quand ça se passe pas bien, c'est pas bon pour l'image de l'innovation. Donc, il ne faut pas faire ça. Ensuite, second critère, potentiellement, c'est le rapport au temps. On l'a un peu évoqué, mais c'est hyper important. Tu l'as d'ailleurs évoqué aussi en introduction, hein, mon premier. Il faut accepter d'avancer par itération, hein. Tester vite, échouer vite, pivoter vite si nécessaire. Et ça suppose, c'est pas si simple, parce que ça suppose d'introduire, même dans des grandes organisations, un espèce d'esprit de start-up, des pratiques lean. C'est pas rien, je peux vous le dire, en termes de transformation culturelle, hein. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça nécessite de jamais rien lâcher là-dessus. C'est un vrai enjeu compliqué. Voilà. Et puis, dernier point, c'est sur lequel je veux insister, c'est la capacité à mettre les choses un peu en perspective. Beaucoup d'entreprises, notamment dans les secteurs régulés, bon, et on va dire que tous les secteurs sont régulés quelque part, beaucoup d'entreprises se laissent enfermer par les contraintes juridiques, les contraintes réglementaires. C'est Jérôme qui en parlait d'ailleurs tout à l'heure. C'est évidemment incontournable, mais si on veut innover, il faut savoir raisonner en MVP, en prototype, en test rapide, quitte à intégrer les contraintes progressivement par la suite. C'est ce que font les startups, hein. Et si je reviens au thème de la table ronde et du livre blanc, l'innovation, elle se nourrit de la contrainte, hein. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de problème à résoudre. S'il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a pas d'innovation. Et bah, du coup, je rebondis tout de suite. Je rebondis tout de suite parce que, à vous écouter tous les trois, un des mots-clés là, c'est le temps, vitesse, vitesse d'exécution. Et ça m'amène du coup la question, comment vous distinguez la vitesse d'exécution qui est souvent liée à une contrainte subie, dans le sens, ok, c'est réglementaire, il faut y aller à tout prix, et puis on n'a pas trop le choix, et on fonce tête baissée, et la véritable discipline, j'ai envie de dire, la véritable structuration dans le temps de l'innovation, où là, on est plus en capacité à se projeter sur nos actions, sur nos méthodes, pardon, d'enrôler un peu cette contrainte temporelle. Et Jérôme, peut-être aussi faire le parallèle avec une expérience précédente aussi avec Michelin que vous aviez présentée lors de notre premier échange, mais voilà, ça m'intéressait un peu comment vous fixez finalement cette temporalité comme une contrainte et un cadre à l'innovation. Je vais rebondir. Ouais, ouais, c'est un point clé. D'ailleurs, s'il y a vraiment, et d'ailleurs, c'est une contrainte de l'espèce humaine, hein, la finitude. S'il y a vraiment une contrainte sur cette terre, c'est quand même le temps. C'est ce qu'on a. Et souvent, on dit j'ai pas le temps alors qu'on le prend pas, parce que tout le monde a le même. Donc, c'est une question de se dire le temps, c'est le même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ce point est très clé. Et si je vais dans le sens de Marc, il y a l'innovation au sens peu de contraintes, et on en fait, et il y a l'image d'Épinal du brainstorming, on va voir le monde autrement, réfléchir. Et à l'inverse, moi je pense que c'est un processus très, très, très discipliné et très structuré. Évidemment, il faut bien réfléchir à là où on veut aller et atteindre des résultats de création de valeur et résoudre des problèmes de clients ou des opportunités pour les clients. Mais ensuite, c'est très discipliné, avec le fait d'avoir cette période d'ethnologie où on se dit, on documente, on est factuel sur ce qu'on doit améliorer, on prototype rapidement. Alors, ce que je dis vraiment existe partout depuis 20 ans, c'est la partie design thinking. Mais il y a des étapes très, très fortes d'empathie, de compréhension, de prototypage, et puis surtout une étape de volonté de payer. Parce qu'on oublie ça, et on en revient à ce que disait Samira, à la fin, quand même, dans le PNL, on compte la valeur créée pour l'entreprise et pour le client.
Et cette question-là, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc il y a cette notion de discipline qui séquence le temps, qu'on doit le faire en temps court, parce qu'on n'a pas des années pour le développer. Et une des leçons que j'ai appris en passant du B2C dans le pneumatique au B2B, alors il y a un peu de B2C dans le câble, c'est que si on ne fixe pas une date de lancement commercial, il y a toutes les chances que l'innovation ne voit pas beaucoup le jour. Donc, quel que soit notre business, en B2B, c'est évident, en B2C, c'est évident, mais en B2B, c'est de se dire, il y a un point qui est sacré, qui est le lancement commercial, il y a la préparation de ce lancement commercial, et tout ce qui est en amont, et c'est un peu le processus que je viens de définir, est au service de ce lancement commercial qui n'est pas négociable. Et ensuite, à nous de nous débrouiller, donc ça rajoute une contrainte supplémentaire, mais c'est la contrainte qui fait l'envie, la motivation, la vitesse et la concentration. Voilà. Ouais, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Jérôme, parce que justement, moi, j'avais envie de partager sur ce webinaire la contrainte du temps qui a été sur un de mes projets mon plus grand driver et mon plus grand motivateur, en fait. Hein. Moi, je suis dans le groupe La Poste, donc c'est un grand groupe avec des organisations complexes, des règles, beaucoup de réglementation aussi, puisqu'on est contraint à la fois par la réglementation que tout le monde subit, puis aussi en tant qu'acteur unique en France. Et du coup, moi, la contrainte du temps, c'est mon meilleur allié pour éviter l'éparpillement et aussi pour avancer vite, en fait. Donc, juste pour donner la dernière innovation qu'on a lancée, donc c'est Studio IA, je vous fais rapidement, c'est un outil d'IA génératif qu'on a développé pour faire du courrier publicitaire. Et moi, j'ai toujours utilisé à la fois la valeur client et le temps comme étant une contrainte pour avancer avec ces petits pas dont tu parlais, Marc, en fait. Mon enjeu, c'était de pouvoir, parce qu'évidemment, on a surfé sur la vague de l'IAGEN, mais sans véritablement savoir où on allait et la valeur qu'on allait créer, et avec un écosystème autour de nous qui avançait à 300 à l'heure. Et donc, j'ai eu besoin de tester par petits pas en embarquant petit à petit les équipes. Et donc, j'ai toujours dit, bah voilà, on a commencé par organiser un dîner client. On a invité une quarantaine de directeurs marketing et directeurs communication. Et moi, je voulais que ce soit concret. J'ai dit, pour ce dîner-là, dans un mois et demi, je veux quelque chose à montrer. Donc, c'est ce que j'ai dit aux équipes innovation. Dans un mois et demi, je veux un prototype, je veux un MVP. Alors, évidemment, on commence par me dire, non, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et on y arrive. Ensuite, quand j'ai pu tester l'appétence, quand ces directeurs marketing m'ont dit, ouais, là, il y a un truc, ça m'intéresse, ça peut aider mon agence. J'ai dit aux équipes, Vivatech, juin, je veux un outil. Je veux un outil que les équipes, les visiteurs puissent tester. Donc, le temps comme une contrainte, oui, mais aussi le temps qui motive les équipes. Et c'est justement parce qu'on a toujours été un peu pressurisé par le temps et par ces échéances que les équipes se sont révolutionnées. Alors, évidemment, ce n'était pas facile. Hein. Donc, comment on y arrive? On y arrive, je vais reparler du triptyque innovation, DSI et équipe métier, puisque moi, c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. On a la chance d'avoir une direction de l'innovation qui est un peu, comment dire, je ne veux pas dire en roue libre, mais qui a quand même la capacité de travailler sur des petits périmètres avec des règles un peu plus souples, un peu plus agiles et qui ne répondent pas forcément à l'ensemble des règles classiques de l'organisation. Ce qui leur permet de tester des choses. Comme tu disais, Marc, des fois, ça réussit pas, c'est pas grave, c'est pas des millions qu'on a cramés. Et en revanche, elles avancent beaucoup plus vite. Et après, la deuxième façon de surfer sur la contrainte et de l'accepter, c'est évidemment cette centricité client. Et j'en reviens. Moi, ce projet-là, par exemple, très vite avec l'équipe projet, on s'est dit, on va embarquer des clients. Donc, on a fait des petits déjeuners en région et on a eu cette capacité d'avoir des clients qui ont levé la main en disant, bah, moi, je veux être bêta-testeur, moi, je veux co-construire avec vous. Et on les a embarqués dès le début dans cette innovation pour laquelle vraiment, à la fin, on ne savait pas ce que ça allait donner. On ne savait pas si véritablement on allait disrupter, est-ce qu'on allait proposer quelque chose de différenciant. Et donc, on a embarqué très vite ces clients avec nous. Et pour garder cette centricité client et pour que mes équipes, elles continuent à innover et à être pas dans l'innovation gadget, parce que je crois que Marc, c'était le bon mot, moi j'aime bien ce mot-là. Non, mais c'est facile de cramer du temps, de l'argent, des ressources, parce que tiens, j'ai vu un truc sur un réseau social, c'est le buzz, ça c'est drôle, je vais creuser, ou ça m'amuse. Et donc c'est chouette, c'est comme ça qu'on est créatif, mais à un moment donné, il faut aussi être pragmatique et c'est par le client et l'usage business qu'on l'est. Donc voilà, ce qu'on a mis en place très rapidement, c'est les équipes bêta-testeurs clients, les équipes bêta-testeurs, nos commerciaux. On a pris 20 commerciaux, on leur a dit, vous allez être bêta-testeurs pour nous parce que vous allez pouvoir nous dire, ça c'est utile, ça sert à rien, c'est ça qu'il faudra à mon client.
Et la troisième chose qu'on a faite et qui rend aussi quelque part la contrainte moins difficile parce que c'est orienté client à chaque comité projet, parce que quand même, on respectait les comités projets, on a commencé par le voix du client. Donc, dès le comité 2 ou 3, je pense, on a commencé systématiquement par un témoignage client. Et donc, je pense que cette vision client qui donne du sens, hein, là où on va vers l'inconnu, l'innovation, c'est toujours un peu l'inconnu. On fait des BP, on fait des projections, mais en vrai, on ne sait jamais véritablement de quoi on va accoucher. Et d'embarquer un peu les clients internes, et de les avoir constamment sur le chemin, je pense que c'est ça qui donne du sens et qui, quelque part, crée de la créativité, et puis fait que la contrainte, quelque part, on la surmonte. Donc voilà, c'était le petit témoignage de Studio IA pour répondre un peu à ces enjeux de contraintes et d'avancer vers l'inconnu. Alors, à moi de réagir, je crois, sur ce qui vient d'être dit. J'ai envie de revenir sur certaines choses d'ailleurs. C'est vrai que on a parlé du temps, je ne vais pas rester longtemps dessus, justement, mais effectivement, je crois que c'est toi, Chloé, qui disais faut distinguer l'urgence, qui est cette vitesse subie dont tu parlais, la véritable discipline de l'innovation. Ça, c'est Jérôme qui en parlait. La discipline de l'innovation, c'est une vitesse qui est choisie. Et c'est vrai que quand on parle d'innovation ou quand on connaît pas bien l'innovation, on a toujours l'impression que c'est des gens qui s'éclatent un peu dans leur coin, qui font les choses un peu comme ils veulent. C'est pas vrai, en fait. Enfin, notre expérience, c'est que c'est juste tout le contraire. L'innovation, c'est de la discipline. L'innovation, elle réussit que si on se fixe des jalons qui sont hyper clairs, des échéances intermédiaires qui sont très bien pilotées, des logiques de gate staging. Le logique de gate staging, ça vient nourrir un peu la volonté de payer par moment, dont parlait Jérôme tout à l'heure. Mais on paye que si on est sûr à un instant T que ça vaut le coup de remettre un peu d'argent. On ne paye pas un budget pluriannuel. Voilà. Donc c'est très organisé. Euh, Évidemment, on implique régulièrement tout du long les utilisateurs, les clients. On revient. Enfin, il ne s'agit pas d'aller les voir au début et de leur dire on revient dans 6 mois avec la solution. Je suis à peu près sûr que cette solution, elle ne leur conviendra pas. Hein, c'est le meilleur moyen. Donc voilà, ça nous fait toujours sourire ces trucs-là, mais on voit ça souvent en fait hein, dans les entreprises. Hein. Sans ce cadre et cette discipline, on se disperse et il ne se passe rien. Ensuite, j'ai envie de revenir à ce que je disais au début et sur lequel avait rebondi Samira tout à l'heure. Il faut avoir un peu de flexibilité méthodologique. L'innovation, c'est pas des méthodologies avec un dogme. Il n'y a pas une seule façon d'innover. D'ailleurs, quand vous entendez Samira, vous entendez Jérôme, ils font pas la même chose. Hein. Pourtant, ils innovent tous les deux. Et on peut pas dire que Nexan ou La Poste soient des nains en termes d'innovation. On n'apporte pas déjà, enfin, classique, on n'aborde pas l'innovation incrémentale avec la même logique que l'innovation de rupture. Mais même dans deux entreprises différentes, on va regarder l'innovation et on va l'aborder de façon différente, avec des méthodes différentes, des rythmes différents, des contraintes qui ne sont pas les mêmes. C'est d'ailleurs à nouveau une bonne raison pour avoir des démarches ouvertes ou construites, pour ne pas s'oublier en route, pour ne pas se regarder le nombril, hein, pour être au maximum sûr qu'on colle à la culture, aux contraintes propres à chaque organisation. Et ce n'est pas les mêmes chez Nexans, ce n'est pas les mêmes à La Poste, ce n'est pas les mêmes ailleurs. Voilà. Et puis, j'avais envie de revenir aussi sur les sujets temps long, temps court. Euh, c'est important d'avoir une vision. On n'a jamais autant parlé de vision que depuis qu'on crée des produits ou qu'on innove. Hein. Il faut avoir une vision, il faut avoir un cap, mais il faut avancer par étapes avec voilà, une cadence qui est maîtrisée. Ça se fait vite, mais ça se fait pas n'importe comment. Et ça permet de sécuriser l'innovation dans le temps, en restant connecté en permanence au terrain, et pas seulement en recueillant des besoins exprimés, parce qu'en général, les clients ne sont pas capables de vous les donner, sinon ce ne serait pas de l'innovation, mais en allant chercher les problèmes réels, souvent qui sont implicites, non communiqués, non connus d'ailleurs par les clients, mais en allant analyser, bon, j'en reviens au design thinking dont tu parlais, Jérôme, mais en allant analyser leur expérience, voilà, et dans leur expérience, les moments pour lesquels les clients n'ont pas encore trouvé de solution à des choses qui les ennuient. Voilà. C'est les trois points sur lesquels je voulais revenir, et surtout presque le point où comment dire, on ne fait pas les choses de la même manière dans deux entreprises différentes. Il ne faut pas croire qu'il y a une méthodologie qu'on déroule n'importe où et ça fonctionne. Non, non, il faut rester calé sur la culture, l'ADN, les actifs, comme le disait Samira de l'entreprise, parce que c'est à partir de ça qu'on fait du levier, quoi.
Et du coup, moi, je pense que demain, pour la réunion d'équipe qu'on a à 9 heures, je vais utiliser la combinatoire de ce que vous avez dit, Samira et Jérôme, c'est que je vais commencer ma réunion par la cite, donc pour reprendre la méthode de Samira, avec la citation de Jérôme sur si on ne se fixe pas une date de lancement commercial, on n'y arrivera pas. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on essaie de Ouais, s'appliquer à c'est pas nous mal sur ça. nos projets internes, et notamment sur le développement finalement de nos offres ou d'accélérateurs, des outils en fait qu'on cherche un peu à développer pour nous aider dans le quotidien et qui finalement passent souvent en second rideau parce que on a soi-disant pas le temps alors qu'on ne le prend pas. Moi, je pense, j'interviens, mais je pense vraiment que c'est le plus beau symbole de ce thème-là, la contrainte. C'est-à-dire, c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression que c'est plus tranquille de le faire à notre rythme et de prendre le temps. Et à l'inverse, on se dit, ben non, on fixe la contrainte, on ne sait pas comment on va y arriver, mais à chaque fois, ou pratiquement à chaque fois, on y arrive. Hmm. Donc, c'est l'exemple de l'innovation sur la contrainte avec le temps qu'on doit occuper. Et, et Samira, ça me fait. Enfin, du coup, j'ai aussi noté votre tournure avec votre équipe innovation qui peut parfois être décrite en roue libre, si je vous cite. Et justement, si je combine un peu cette vision finalement, où cet accélérateur qu'est le temps, si je joue un peu sur les mots, en termes de façon de penser, j'essaie juste de le mettre en perspective aussi là, des nouvelles technologies, ou en tout cas. L'utilisation des nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui et l'impression que parfois on a un peu deux vitesses avec les nouvelles technologies et en parallèle finalement les décisions qu'on a à prendre dans le cadre des projets. Et Samira, pour illustrer un peu ce que vous disiez sur la partie roue libre, bah, je serais curieuse de voir un peu vous les clés de lecture que vous pouvez nous partager aussi sur vos prises de décision en interne pour finalement voilà, prendre des mesures qui sont efficace sur toute l'échelle du projet avec cette contrainte de vélocité technologique par ailleurs. Enfin, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu face à deux tendances assez contradictoires, hein. Si je prends les nouvelles technologies, et je vais citer notamment l'IAGEN, puisque nous, on travaille énormément sur ce sujet depuis 2, 3 ans, on va dire. Il y a à la fois, il faut avancer hyper vite, il faut être dans une veille constante, il faut sans cesse tester et réaliser que la semaine d'après, on est déjà dépassé. Et en même temps, il y a le temps de l'organisation, il y a les contraintes de l'organisation, il y a des ressources et un temps limité. Donc, c'est vrai qu'on est sans cesse tiraillé. Et là où avant, on avait peut-être 18 mois, puis on avait 12 mois, puis on avait 6 mois pour prendre des décisions, pour tester, maintenant, on compte en termes de semaines. Mais les organisations, elles sont encore ce qu'elles sont. Donc, moi, c'est vrai que je suis un peu tiraillée entre à la fois, j'ai cette équipe roue libre. Alors, pour la petite blague, je vais le dire quand même, mais moi, je suis arrivée sur ce poste il y a 2 ans et demi, et quand on m'a parlé de cette équipe innovation, j'insiste dessus pour ceux qui sont en ligne, c'est une équipe innovation qui est un peu plus agile, on va dire, qui est un peu à part, qui a la capacité de travailler différemment. C'est vrai que quand on me l'a présenté, moi qui venais le groupe La Poste, les garde-fous, la réglementation, on fait pas ce qu'on veut, je me suis dit, oula, mais c'est quoi cette équipe? Et j'ai vu ensuite l'efficacité que ça pouvait produire, parce que justement, ils sont beaucoup moins contraints par d'autres sujets qui peuvent ralentir, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir des choses avec petite échelle. Mais une fois que je suis sortie de la petite échelle avec cette équipe, que j'ai testé des choses sur des périmètres plus restreints, il faut que j'industrialise, il faut que j'aille proposer ça à l'ensemble de mon marché. Et là, évidemment, j'ai besoin de budget. Et c'est là où je dois intervenir auprès de mes COMEX, de mes directeurs financiers, parce qu'à la fin, il faut pouvoir convaincre l'organisation d'une manière générale, à la fois la direction générale, le COMEX, mais aussi l'ensemble des équipes, la direction commerciale, les marketeurs. Il faut ensuite convaincre en interne aussi, il faut embarquer l'ensemble de l'organisation. Et moi, je trouve que c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que je pense qu'on est très nombreux autour de cette table à avoir fait de nombreux BP dans nos vies antérieures. On faisait des BP sur 5 ans. Moi, j'ai fait de la finance, donc j'avais même des BP sur 10 ans. On faisait des BP, des projections, on devait rendre de ROI, etc. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de faire un business model. Ça change beaucoup. On est très, très vite disrupté. On voit des acteurs qui n'existaient pas, qui arrivent quelques semaines, quelques mois, je ne vais pas les citer, hein, des acteurs éloignés d'Europe. Et donc, ce n'est pas facile de se projeter, d'aller convaincre des COMEX, de dire, bah voilà, là, on a besoin de passer à l'échelle, ou là, on a besoin de ressources. Donc, je dirais qu'il y a
de recettes qui fonctionnent bien. Il y en a une, mais on n'a rien inventé de mieux que de créer de l'enthousiasme. Et donc, il faut pouvoir communiquer. Marc, tu le disais, hein, c'est pas une équipe dans son coin qui innove. Il faut vraiment embarquer l'innovation. Donc, il faut créer de l'enthousiasme. Et ensuite, il est vrai que moi, au niveau de la poste, je passe très souvent au COMEX pour expliquer ce qu'on souhaite faire, ce que les équipes d'innovation veulent faire ou ce qu'elles ont fait qu'il faut désormais euh, industrialiser, c'est-à-dire généraliser ou aller beaucoup plus loin, donc pour être un peu moins sous contrainte budgétaire. Et je trouve qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile, d'où la nécessité, je me répète encore, d'être très, très orienté business, marché, client, parce que c'est là qu'on peut aussi rassurer les décideurs et les organisations sur le fait qu'on innove non pas pour s'amuser, pour faire du gadget qui sera mis à la poubelle dans quelques semaines ou quelques mois, mais véritablement pour aller chercher cette rupture, cette transformation dont on a besoin. Et justement, alors là, je rebondis plutôt pour me tourner vers vous, Jérôme, mais au moment justement où on préparait ce webinaire, on a mis du doigt, enfin on a touché du doigt, on a pointé du doigt ces enjeux justement liés au BP, à donner de la visibilité. Et en fait, derrière, ça tire toute la question de la gestion de la performance et puis et de la mesure. Et du coup, vous, Jérôme, quel est un peu je vais dire le rôle modèle, c'est pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas l'intérêt et l'attention que vous portez à ces indicateurs-là et comment est-ce que vous les structurez finalement pour répondre à ces exigences derrière commerciales? Bah, c'est un point très important. Alors, je pense qu'il faut partir de là en se disant comment on mesure notre performance quand on fait de l'innovation. Et on en revient, il y a, il y a vraiment les deux questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on délivre et qu'est-ce que ça rapporte. Donc moi, mes trois indicateurs, c'est combien on coûte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on délivre, qu'est-ce que ça rapporte. Et si je pars sur les derniers, ben, on mesure de la marge additionnelle de l'innovation. Donc on a réussi, alors toutes les entreprises ne le font pas et ça a pris un peu de temps, mais on a réussi à mettre en place un compteur justement de marge brute liée à des projets liés à l'innovation. Et on le fait mensuellement. Et ça permet après d'avoir un pourcentage d'EBITDA de l'entreprise lié à l'innovation et puis se déterminer est-ce qu'on est là où on voudrait être, comment on peut le faire évoluer. En termes de livrables, je me suis aperçu en fait que c'est vrai qu'on a une communauté, que ce soit la communauté de l'innovation ou de la R&D, qui a un langage, voilà, une taxonomie un peu différente qui fait qu'on peut perdre facilement l'ensemble des parties prenantes. Et on a réduit le nombre de livrables avec des qualifications. On qualifie un prototype avec un lancement industriel et des lancements commerciaux. Si je l'ai fait dans le bon ordre, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est le livrable numéro un, c'est de contribuer à des lancements commerciaux. Pour ce faire, il faut avoir des lancements industriels et se savoir, particulièrement dans un marché mondial, d'avoir les bonnes ressources aux fournisseurs et autres. Et avant de le faire, il faut bien avoir qualifié la solution. Donc ça, c'est les KPI numéro un à coup sûr. Mais si je revenais sur cette performance, la performance de l'entreprise, c'est quand même la contrainte numéro un. On en a parlé avec Samira depuis le début. Le point clé qui fait bouger, c'est quand même quand la performance globale de l'entreprise est en train de diminuer. Et ça a été le cas de Nexans. Et c'est le cas de toutes les entreprises qui ont plus de 100 ans, en fait. Hein. C'est jamais linéaire. C'est arrivé à Nexans à plusieurs moments, et particulièrement entre 2011 et puis 2018, avec deux profit warnings, une croissance qui était vraiment, vraiment basse, et puis surtout une perte de valeur. Et quand notre nouveau CEO, Christopher Guérin, a pris le leadership de l'entreprise, et bien en fait, il s'est occupé de la gestion de la complexité. Et globalement, le coût caché de la complexité est un élément hyper important. C'est d'ailleurs un coût caché du temps passé. Hein. La complexité, c'est passer beaucoup de temps à plein de choses. Donc, on a appliqué, si je le fais simple, la loi de Pareto. La loi de Pareto, au temps qu'on passait uniquement aux grands projets, la loi de Pareto à nos clients qui étaient des partenaires ou qui rapportaient beaucoup de valeur ou qui nous aidaient dans l'innovation. Et c'est comme ça que le groupe est passé de 17 000 clients à 4 000, de plus de 54 000 références produits ou 254 000 à 50 000. Et la conséquence de cette diminution du nombre de projets,
du nombre de clients, du nombre d'innovations et du nombre de produits, ça a été un EBITDA multiplié par 3, de 280 à 800 millions d'euros, une capitalisation multipliée par 6, de moins d'1 milliard d'euros à 6 milliards au meilleur temps. Merci en tout cas, Jérôme, de faire du teasing pour notre webinaire de jeudi qui porte sur la complexité et la simplification. On C'est te exactement ce proposera que j'ai ça. Je vous recommande en préparation de ce webinaire le livre de Chris Guérin qui s'appelait Pour aller dans le bon sens, parce qu'il décrit vraiment ce qu'il a fait et ce qu'on a fait avec lui dans son équipe durant les 6 dernières années. Alors, si je rebondis d'abord sur quelque chose qu'a évoqué Samira, c'est vrai qu'on a ce dilemme-là que rencontrent la plupart des clients ou des entreprises qu'on peut observer, c'est comment aller d'un côté assez vite pour capter une opportunité, éventuellement technologique en ce moment, hein, tout en gardant la rigueur nécessaire pour transformer cette opportunité, créer une valeur concrète, durable, etc. Bon, toujours un peu ce rapport, cette ambivalence vis-à-vis du temps. Et Samira, tu en parlais, je pense que ça passe aussi par changer un peu notre rapport au business plan, hein. On a tous appris à faire ces choses-là, encore une fois. On le sait tous, les BP sont sans doute pertinents quand on les construit, mais ils deviennent assez rapidement faux, voire dangereux, hein, quand on ne veut pas l'admettre. Il faut certainement avoir une vision, il faut avoir un cap, on peut appeler ça un BP si on veut, mais ça doit rester une boussole, pas plus. Un BP, ça vit, ça s'ajuste par itération, ça s'adapte en fonction des contraintes et des modèles économiques. Et si je sors un peu du strict cadre de l'innovation, on doit se poser la même question sur les plans stratégiques, les plans à moyen terme, etc. Enfin, nous, on voit trop, et d'ailleurs peut-être un peu par notre faute, parce que parfois on aide nos clients à faire ce genre de choses. On voit aussi des plans stratégiques qui sont, enfin, où on définit un beau jour, le 29 septembre 2025, ce qu'on va faire le 6 février 2028. Ben non, enfin, on n'en sait rien, il faut rester agile sur ces trucs-là. Donc, il y a quand même à remettre en cause un petit peu la manière avec laquelle on utilise les business plans. Je vais revenir aussi sur un point, c'est accepter que euh, comment dire, l'exploration et la discipline s'opposent pas, en fait. L'exploration, elle nourrit, elle rend concrète, réaliste la créativité. La discipline, elle permet de démultiplier, d'industrialiser. Parce que la vraie valeur, évidemment, elle n'est pas dans le prototype, elle est dans le passage à l'échelle, dans l'ancrage, dans la culture, la réalité économique de l'entreprise. On peut oublier ce genre de choses. Voilà. Et puis, je voulais aborder aussi un point qui est plus une question de posture, de gouvernance. Il faut décider évidemment vite, mais il faut décider vite sans improviser. Enfin, tout d'ailleurs, le besoin d'avoir les bons KPI pour faire ça, hein, pour pouvoir accélérer sans se précipiter, si je reviens à ce que je disais. Voilà, c'est un mindset, en fait, c'est un mindset d'entrepreneur un petit peu, hein, et pour y arriver à nouveau, je vais vous parler de logique itérative, de co-construction, etc., pour ajuster en continu, impliquer les clients, les utilisateurs, bâtir des méthodos qui tiennent compte de la singularité de chaque cible, de chaque nature de projet. Donc, à nouveau, faire les choses un peu sur mesure en fonction de l'endroit, de la culture où on se trouve. On ne peut pas plaquer en fait une façon de faire ou même une posture un peu générique pour aborder l'innovation dans une entreprise. Il faut vraiment se caler sur ce qu'elle est, sur son histoire. Voilà. Et peut-être pour conclure là-dessus, à mon sens, l'innovation, elle ne se joue pas sur la vitesse brute. Je crois que c'est un peu ce que disait Jérôme ou Samira d'ailleurs. C'est pas ça, c'est pas là-dessus que ça se joue, c'est plutôt sur la capacité à transformer les essais, à aller rapidement sur des victoires collectives qui créent de la valeur durable, hein, aussi bien business, mais aussi people, culturel, hein, je le disais à l'instant, sur l'histoire de mindset. Donc l'innovation, c'est bien pour le client, mais aussi, moi je suis absolument convaincu de ça, et c'est notre credo de base chez Julius Sterwet, ça fait aussi progresser tout le collectif. Donc c'est un bienfait aussi en interne, l'innovation. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, Marc, parce que, en fait, à vous écouter, Samira et Jérôme, tout à l'heure, quand on parlait justement vitesse d'exécution, quand on parlait de prendre les bonnes décisions et qui finalement, si je reprends l'exemple de Jérôme, x3 niveau EBITDA, etc., derrière, il y a un enjeu d'assumer aussi ces décisions, de les porter et du coup, bah, de les légitimer et finalement d'inclure tout le collectif derrière, ou en tout cas de faire en sorte que le collectif transpire ces prises de décision-là. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, mais du coup, il y a ce sujet un peu de leadership, si je puis dire, et de capacité finalement
à porter une conviction. Et là, c'est peut-être une question un peu plus personnelle pour tous les deux, enfin, et pour tous les trois, Marc. Mais du coup, voilà, comment est-ce que vous incarnez et comment est-ce que vous entretenez ce leadership dans un contexte d'innovation sans contrainte? Bah, moi, je dirais qu'on a de la chance dans l'innovation, c'est qu'il y a quand même une envie naturelle. C'est pas très très difficile de faire monter à bord des gens de tous les métiers, justement, parce que c'est pas le monopole d'une équipe technique ou d'une équipe d'innovation qui a fait un master spécial dans ce sens-là ou qui a une motivation, une carrière. C'est vraiment la responsabilité de tous, des fonctions commerciales, marketing, qui comprennent mieux, enfin de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Euh, Après, mon deuxième point, c'est, on parlait de KPI, Chloé, tu me posais la question, mais pour moi, le KPI numéro un de l'innovation, c'est le temps qu'on y passe. Voilà, j'ai des contacts avec des patrons de business de différentes régions du monde. Je peux vous dire qu'il y a une différence entre ceux qui passent beaucoup de temps, qui connaissent le sujet, qui le portent, et puis d'autres, pour plein de raisons, hein, je ne vais pas forcément les blâmer, mais qui passent pas beaucoup de temps et je crains que le résultat soit pas à la hauteur de ce qu'on souhaite. Donc, on parlait de la nécessité d'avoir une deadline en se disant ça, c'est mon lancement commercial. Mais en plus, il faut créer les conditions du succès de ce lancement commercial en se disant, comme le disait Samira, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Mais en tout cas, on va y aller ce jour-là avec toute la force, toute l'envie. On va réunir tout le monde et on va y croire, qui sera un des critères sans doute de succès de cette innovation. Si par contre, et c'est le cas un peu dans le cadre, on peut choisir les deux, parce qu'on peut très bien lancer un nouveau cadre sans que tout le monde le sache et c'est au catalogue, ou on peut le faire comme mes collègues sud-américains ou belges en réunissant dans un hôtel 150 clients et en se disant, regardez, je suis fier parce que cette innovation va transformer votre vie. C'est deux attitudes différentes. Et ces deux attitudes, le leadership comme l'innovation peut être un tout petit peu un buzzword, mais c'est deux attitudes qui incarnent justement et le leadership, c'est-à-dire avoir vraiment un impact, une influence sur ce qu'on veut faire, et l'innovation et les clés du succès de l'innovation. Ouais, moi, je vais compléter par un élément, mais qui est vrai pour pas mal de choses, c'est qu'il faut quand même que ce soit incarné par le haut. Dans les organisations, c'est aussi important que dans les COMEX, dans les directions générales, il y ait aussi ce discours qui soit porté de bah oui, on fait confiance à nos équipes pour tester des choses. Je pense quand même qu'on a. Tu as raison, Jérôme. Les gens ont toujours plein d'idées. L'innovation, ça crée toujours beaucoup d'enthousiasme, mais ça crée aussi pas mal de peur, hein, parce que quelque part, tu disais, Chloé, moi, je vois la relation client, je l'ai vécu par exemple avec l'arrivée des CRM, après il y a eu l'arrivée des chatbots, maintenant il y a l'arrivée de l'IA. Et que ce soit pour les équipes de la relation client, les marketeurs ou globalement pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ouais, mais ça va pas remplacer, ça va pas me remplacer ça. Donc il y a toujours aussi en toile de fond cette peur de et qu'est-ce que ça veut dire ensuite pour l'organisation et pour moi aussi à titre personnel. Donc il faut aussi rassurer sur le fait qu'on est dans une culture où on a le droit de proposer des idées. Moi, j'aime bien aussi dans les équipes répéter, il n'y a pas de mauvaise idée, on y va, il n'y a pas d'idée stupide, si on doit repeindre tout en jaune, on repeint en jaune, mais juste un peu par l'humour, montrer que bah, tout le monde peut avoir des bonnes idées. Moi, je crois beaucoup quand même que ça remonte souvent par le terrain, les fils à tirer, pas forcément l'idée finale, mais les fils à tirer. Donc, je pense que cette culture, elle passe par le haut, elle passe par un discours, mais à tous les étages, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de champ à pas explorer, le champ des possibles est infini, donc n'hésitez pas à explorer, à proposer, à tester. Donc ça, c'est aussi dans le discours ambiant. Rassurer sur le côté de l'innovation, ou le nouvel outil, le nouveau process, le nouveau territoire va pas me remplacer, va pas vous remplacer. Ça, c'est vrai qu'on va l'entendre de plus en plus. On le sait bien, on lit tous les jours des choses sur l'IAGN, va détruire les emplois, etc. Ben, c'est important de rassurer les gens. Non, la technologie, elle n'est pas là pour nous remplacer, elle est là à notre service. Mais ça, il faut remplacer les gens. C'est humain d'avoir peur. Moi, je voulais aussi parler dans cet aspect culturel, organisationnel, le stop and go aussi. Il faut éviter, des fois, dans les grandes entreprises, on fait beaucoup de stop and go. On lance quelque chose, oh, puis non, c'est plus la priorité, on arrête. Bon, évidemment qu'il faut à un moment siffler la fin de la récréation, mais attention, par moment, ça peut aussi démotiver les initiatives, les envies d'aller plus loin. Donc, il faut qu'on soit
vigilants à cet effet stop and go qui ne renvoie pas forcément le bon message. Donc voilà, moi je dirais que cet aspect culturel, organisationnel, qui irrigue toute l'entreprise, qui part du haut et qui irrigue vraiment toute l'entreprise, elle est importante avec à la fois créer de l'enthousiasme, de l'envie, et tout le monde peut avoir des bonnes idées. Et donc cette culture de je peux avoir des idées et je fais confiance dans l'organisation pour tester et les écouter. Et puis un petit peu parfois les travers qu'on peut voir dans les organisations qui sont le stop and go. Moi, je trouve que des fois, ça freine un peu les initiatives, et aussi rassurer les équipes. Et notamment aujourd'hui, je pense que c'est important de rassurer sur le fait que l'innovation ne soit pas perçue comme étant ça va détruire des emplois et potentiellement ça va me remplacer moi demain. Peut-être que vous allez revenir brièvement sur le côté collectif, là, même si l'idée c'est aussi de parler du leadership, mais c'est vrai que là, il y a une grande difficulté, c'est de ne pas laisser l'innovation reposer sur voilà, une poignée de leaders un peu héroïques, une caste à part qui a vu qui a vu la lumière sur l'innovation. Mais le but du jeu, c'est vraiment créer de la dynamique collective, durable évidemment. Et voilà, le leadership, ça se réduit pas juste à un titre. Hein. On peut être leader par son exemplarité, parce qu'on a réussi quelque chose, une initiative qui est considérée comme réussie, ou simplement parce que on a la capacité d'entraîner les autres. Ce qui est important dans le leadership, sur le domaine de l'innovation, c'est donner envie aux autres. Justement, et comme le disait Samira, pas créer de barrière psychologique, que tout le monde puisse participer à l'innovation. L'innovation, c'est l'affaire de tous, c'est une phrase qu'on a entendue partout. Mais il faut que le leader, justement, ou le leadership le permette, en fait, l'autorise, crée ces conditions-là. Il y a évidemment la logique de culture, de l'essai, du feedback rapide. L'échec, il est quand même un peu toujours un peu tabou en fait dans les entreprises. L'innovation, elle reste souvent un peu concentrée sur quelques personnes, un peu en mode pionnier, mais inversement, si justement ces essais, ces erreurs, ces apprentissages, c'est exactement comme le disait Samira, ils sont partagés, ils sont connus, on est humble par rapport à tout ça et on en fait une force. Alors l'organisation, c'est l'organisation entière en fait qui progresse, et on arrive à construire petit à petit une organisation, j'aimerais dire, qui ose. Voilà. Et il y a le volet évidemment des KPI, parce que pour qu'il y ait une dynamique collective, il faut qu'il y ait aussi des éléments de preuve. Donc je reviens pas dans le détail, mais voilà, des KPI, il faut savoir combien de temps on passe, quelle valeur on crée, quelle adoption ça permet, quelle performance ça génère. Voilà, faut aussi les partager. Ça ne doit pas rester juste dans un tableau de bord de COMEX. Et finalement, j'ai envie de dire que cette transformation en fait d'un leadership individuel en leadership collectif, c'est un peu passer de cette logique de héros un peu confidentiel de l'innovation que j'évoquais tout à l'heure à une espèce de logique de responsabilité distribuée, collective, où chacun a un bout du jeu en fait entre les mains. C'est ce qui permet de rendre l'innovation pérenne en réalité. Très clair. Je pense qu'on pourrait continuer sur, sur ce thème pendant encore très longtemps, mais en fait, Samira, je voulais juste rebondir sur le petit temps que vous avez passé à nous préciser justement que les technologies sont plutôt à notre service et que c'est légitime d'avoir peur sur les questions qui se posent sur l'IA va remplacer les humains, etc. Dans le chat, on a une question qui est alors pas tant sur le remplacement des humains, mais plutôt sur l'innovation frugale. Et donc là, on a beaucoup mis en perspective la vélocité, l'attention liée aux nouvelles technologies. On a aussi la contrainte comme base de l'innovation frugale qui pousse à être un peu moins orienté technologie en prisme de réflexion pure. Et du coup, est-ce que vous voyez cet état d'esprit, alors peut-être Marc chez nos clients ou dans les grandes structures, mais aussi Samira, Jérôme, est-ce que ce réflexe, ou en tout cas cet état d'esprit frugal, c'est quelque chose que vous commencez ou que vous avez déjà mis en œuvre dans vos projets et puis en fil rouge de l'innovation? Ouais, nous, on l'a complètement intégré, frugal, à la fois en termes énergétiques, ce qui est en toute sincérité pas facile avec l'IA, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les données, elles ne sont pas facilement exploitables, extrapolables, mais malgré tout, on y travaille beaucoup. On va lancer par exemple une calculette carbone là, dans quelques semaines sur l'ensemble des solutions qu'on lance. Donc c'est vrai qu'on l'a intégré assez tôt, même s'il faut reconnaître que ça reste un autre challenge, hein, mais à tous, hein, ça va rester un gros challenge d'arriver à mesurer
estimer, faire des prévisions sur ce que ça pourra être dans les mois à venir. Et puis après, nous, on est très frugal en termes financiers aussi, puisque l'heure est à la frugalité. Mais moi, j'y vois d'énormes opportunités parce qu'il est vrai voilà, que nos budgets sont sans cesse renégociés, rechallengés aujourd'hui, comme dans beaucoup de groupes, hein. Et cette frugalité financière, elle nous pousse aussi au pragmatisme, à se poser Mm. davantage de questions. Donc, moi, j'y vois plutôt une vertu pour ne pas se disperser et être pragmatique et orienté vers la valeur business. Ouais, moi, je ne sais pas si j'utiliserais le mot frugal, qui est quand même assez dédié et qui est tellement fort que je me dis qu'après, je vais devoir m'expliquer longuement sur la frugalité, et puis chaque mot a du sens. Mais par contre, avoir en tête, on l'a dit, on est dans une équation économique, avoir en tête de faire une réduction de facteur 10 sur un coût, parce que si on veut digitaliser un réseau électrique et qu'on a besoin de 200 000 capteurs sur un réseau comme un pays comme la France, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de très très cher. Il faut avoir en tête le déploiement. Et dans l'innovation, il y a le déploiement et on doit se dire dès le début, dans le cahier des charges, dans la spec, alors est-ce que c'est frugal? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est le juste coût de la valeur que ça va apporter. Voilà. C'est un mot là-dessus. Il y a eu une époque, je ne sais pas très bien la situer, c'est peut-être entre 4 et 8 ans, où il y a eu énormément d'argent qui ont été mis dans beaucoup de grandes entreprises où se sont montés énormément d'accélérateurs, d'incubateurs, etc. Je pense pas que ce soit le moment où il y a eu le plus d'innovation qui soit restée par la suite. Pour moi, l'innovation, elle doit être frugale. Je rejoins Samira là-dessus. La frugalité, c'est-à-dire l'économie de moyens, j'ai envie de dire, hein, c'est ça. C'est aussi le terreau, c'est une contrainte, et c'est aussi le terreau de l'innovation. Ça permet d'aller à l'essentiel, choisir ses combats, être vraiment sur des problèmes à résoudre et pas sur une infinité de projets où on va se perdre, on va se disperser. Donc, je pense que l'innovation, elle doit être frugale. Bon, c'est peut-être une bonne conclusion à notre échange parce que je vois qu'on a déjà atteint l'heure, mais du coup, si je résume un petit peu, leadership collectif, pouvoir d'influence. J'aime bien l'expression économie de moyens parce que finalement, ça vient bien synthétiser aussi cette idée de contraintes et finalement multifacettes. Ce que je vous propose, c'est que nous, on mettra en ligne le replay du webinaire. On avait également une autre question autour de l'organisation, enfin de l'ambidextrie organisationnelle. Avec Marc, on en parle souvent et beaucoup exploité, exploré, mais ça pourra faire l'objet d'un autre échange. Mais en tout cas, un grand merci à tous les trois. Merci infiniment. Et puis à Merci. très bientôt. Et n'hésitez pas à continuer de poser des questions dans le chat si vous voulez côté participant. Avec Merci, au plaisir. revoir à Merci à tous. toutes et tous. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Bon Au revoir. après-midi.